Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre première émission de la semaine. Je reçois sur ce plateau le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, qui nous fera un point sur la situation, mais nous avancerons aussi par rapport aux propos du président de la République, et puis nous verrons ce qui va se passer réellement en Guadeloupe d'ici les prochains jours. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Mme Boisset. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Voilà donc un point sur la situation de manière générale. Où en est-on exactement? Est-ce que ce virus fait son chemin en Guadeloupe? Est-ce que nous devons être inquiets? Alors nous devons être vigilants, nous devons continuer notre vigilance parce que le virus, il est encore là. Il est là en Guadeloupe. Nous avons, vous le savez, eu 2 cas ce week-end, après avoir eu pendant 3 jours 0 cas, puis de nouveau 0 cas ce matin. Mais pour autant, encore une fois, il est là. Et donc, nous ne devons surtout pas nous relâcher. Et je souhaite profiter de cette tribune que vous m'offrez, d'abord pour remercier les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Parce que ce week-end, qui n'était pas n'importe quel week-end pour les Guadeloupéens, c'était le week-end pascal. Je sais, pour avoir été là l'année dernière, à quel point c'est important, ces retrouvailles en famille, sur les plages, à fêter et à commémorer aussi. Donc, c'était difficile de prendre cette décision pour moi la semaine dernière, c'est-à-dire de décider d'un couvre-feu diurne pendant 2 jours et demi. Et pour autant, les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ont répondu présent, parce qu'ils ont compris. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, naturellement. On parlera toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et des quelques contrôles, les verbalisations qu'il y a pu avoir, mais dans l'ensemble, moi j'ai pu m'en rendre compte sur mer, puisque j'étais avec les gendarmes samedi, dans les airs, puisque j'étais avec l'hélicoptère dimanche, et puis sur terre de nouveau lundi. J'ai pu constater vraiment à quel point ce couvre-feu diurne avait été respecté, alors même qu'il faisait un temps magnifique et que les tentations étaient fortes. Mais je crois que Guadeloupéennes et Guadeloupéens ont compris que ce virus, il est encore là, que dans la guerre que nous menons, ce confinement important, strict, il était nécessaire, parce que sinon, si on avait eu un relâchement dans la fête et sur les plages au cours du week-end, on prenait le risque, mais vraiment un risque avéré, d'une pandémie qui allait se développer encore plus, alors même, encore une fois, que le virus est encore là, nous n'en sommes pas débarrassés. Il était important que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passait. Il fallait que vous puissiez voir pour vous dire oui, le confinement, ça a fonctionné, le couvre-feu aussi. Ben oui, parce qu'encore une fois, moi, quand j'ai signé cet arrêté, qui n'est pas anodin, c'est un arrêté, je le qualifie moi-même, de liberticide, je prive les gens d'une liberté, je me dois aussi d'abord de vérifier qu'il est appliqué, je me dois aussi d'apporter mon soutien aux forces de police et de gendarmerie, y compris de police municipale, j'insiste bien, certaines communes engagent aussi leur police municipale aux côtés des forces de police et de gendarmerie pour faire ces contrôles, parce que c'est important. Voilà, on avait une mesure qui était difficile à accepter, je le comprends, je l'entends. On n'aime pas être privé de liberté, on n'aime pas renoncer à quelque chose qui est ancré dans des traditions du pays. Donc ça, je l'entends et je le comprends. Et vraiment, une nouvelle fois, je tiens à remercier tous ceux qui ont respecté, et ils sont l'énorme majorité. Et maintenant, je me projette dans l'avenir, parce que naturellement, vous savez que ce confinement, il durera au moins jusqu'au 11 mai prochain. Est-ce que c'est une certitude qu'après le 11 mai, les Guadeloupéens pourront circuler librement, pourront faire ce qu'ils ont envie de faire, sortir, aller à la plage, en fait? Être libre. Être libre. Enfin. Oui, mais je dirais enfin. J'espère, mais je vais vous répéter la même chose que la dernière fois. Je l'espère, mais je ne peux pas vous dire qu'on en est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que vous, moi, chacun d'entre nous, chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, porte en main une des cartes qui va nous permettre, je l'espère, de continuer d'abord sur le train qui est le nôtre, cette cinétique.
Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré ces fameuses cartes qui allaient de l'orange au rouge vif, du jaune, pardon, au rouge vif. Nous sommes aujourd'hui encore sur cette ligne jaune qui est la ligne la plus favorable par rapport à cette cinétique. Et pour autant, encore aujourd'hui, si on comptabilise les cas, il y en a 145, on avait 24 personnes hospitalisées. J'étais au CHU la semaine dernière et j'ai vu comment le CHU s'était organisé pour accueillir ces malades. Il y a encore 15 personnes qui sont en réanimation. De l'autre côté, il y a 67 personnes qui ont été guéries et puis nous déplorons quand même 8 décès de ce coronavirus. Donc on meurt du coronavirus. Et on meurt pas seulement si on a des comorbidités. Le dernier mort que nous avons eu, malheureusement, c'était une personne de 60 ans qui n'avait pas de comorbidité. Donc voilà, je veux rappeler le danger de ce virus et la nécessité de continuer ce confinement et de ne pas avoir de relâchement, parce que tous les efforts qui ont été fournis au cours du dernier mois, eh bien, ça serait idiot de les gâcher comme ça en retrouvant une vie normale. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que c'est difficile, c'est compliqué pour certaines personnes? Mais bien sûr, je le comprends. Je comprends certains disent c'est invivable, c'est insoutenable. Quand j'étais dimanche dans l'hélicoptère et que je survolais toute la Guadeloupe, parce que nous avons fait de long en large pour aller sur les plages, pour aller survoler les villes, survoler les rivières, etc. et tout. J'ai survolé aussi les quartiers où il y avait beaucoup de logements sociaux, des appartements que je connais. Donc je sais très bien la difficulté que ça doit être pour des familles d'être enfermés alors que dehors il fait un temps magnifique et d'avoir des enfants qui sont là aussi confinés. Donc tout ça, j'en suis malheureusement très conscient. Très conscient, et je suis le premier à n'aspirer qu'à une chose, c'est que nous revenions à une vie normale et à cette liberté chérie que nous aimons tant, nous les Français, les Guadeloupéens, nous aimons cette liberté. Mais pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de poursuivre ce confinement, parce qu'on voit que ça marche, ça porte ses fruits, et de le poursuivre aussi longtemps que on aura éradiqué la maladie ici sur le territoire de la Guadeloupe. Et nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver, mais il ne faut surtout pas se relâcher. Et donc, on va poursuivre. Et j'ai un élément important que je veux annoncer ce soir, parce que nous avons naturellement aussi des vols qui continuent à arriver de Paris ou de Guyane ou de Fort-de-France. Justement, les Guadeloupéens s'interrogent sur cela. Voilà, donc jusqu'à maintenant, vous le savez, j'avais fait, et je continue à faire naturellement confiance aux gens qui débarquaient à Pointe-à-Pitre venant de ces destinations. Ils remplissaient une déclaration sur l'honneur, nous indiquant leur adresse, leur téléphone. On leur expliquait, et ils signaient aussi le fait qu'ils allaient respecter une quatorzaine stricte chez eux, parce que 99,9% ce sont des ressortissants guadeloupéens qui résident ici, résidant en Guadeloupe. Et pour autant, les contrôles que nous avons faits, et je remercie aussi les polices municipales qui nous ont aidés dans ces contrôles, les appels réguliers faits par l'ARS nous ont prouvé que certains ne respectaient pas. Il y a eu d'ailleurs des verbalisations. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux plus prendre ce risque parce que justement, nous sommes sur une cinétique qui est plutôt favorable. Nous ne pouvons pas avoir des cas de coronavirus importés. Donc à partir de jeudi prochain, du prochain vol Air France qui arrivera de Paris, les personnes qui descendront de cet avion seront soumises à une quatorzaine stricte, c'est-à-dire qu'elles passeront cette quatorzaine dans un hôtel, elles ne pourront pas recevoir de visite, elles ne pourront pas sortir. Elles seront naturellement prévenues avant de prendre l'avion. On va appeler demain la centaine de passagers qui étaient prévus sur ce vol de jeudi. On va tous les appeler pour les prévenir que leur donner les règles du jeu. C'est-à-dire, si elles veulent venir en Guadeloupe, eh bien, il faudra qu'elles passent par une quatorzaine stricte, parce que je ne peux pas prendre le risque pour les Guadeloupéens. Je ne peux pas prendre le risque d'un virus qui soit importé par des passagers qui viennent de métropole ou qui viennent de Guyane ou qui viennent de Fort-de-France. Oui. Alors, il y a combien de vols par semaine pour l'instant? Alors, concrètement, nous avons 2 vols qui viennent de Paris. Et puis, nous avons un vol qui fait la navette entre Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne. Donc, voilà. Une fois la semaine une fois par semaine, pour Cayenne et 2 fois la semaine pour... Et 2 fois pour Paris.
pour Paris. Ouais. Voilà. En général, ce sont des gens qui reviennent en Guadeloupe, Alors, c'est beaucoup qui des viennent gens... en vacances. Enfin, Alors, on a un peu de tout. Vous savez qu'il y a 3 motifs qui permettent de venir. Le premier motif, c'est un motif impérieux, personnel et familial. Concrètement, le cas le plus fréquent, c'est un décès. On vient assister à des obsèques. Ça peut être aussi une question de santé. C'est souvent dans le cas des vols pour aller en métropole. Et puis la troisième raison, c'est un motif impérieux de travail. C'est-à-dire vous venez, et nous en avons eu par exemple des gens qui sont venus au titre de la réserve sanitaire, les 23 personnes qui sont arrivées la semaine dernière. Donc, oui, mais quel est l'intérêt de venir si ces personnes sont dans un hôtel et alors, certains, nous allons avoir plusieurs cas, je crois, dans les semaines qui viennent, après les annonces du président de la République sur le fait que la rentrée, les universités, les étudiants ne reprendront pas le banc des universités, ne retrouveront pas les bancs des universités avant le mois de septembre. Je crois que nous allons avoir beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui vont décider de revenir au pays. Donc voilà, ils seront soumis à une quatorzaine. Ils seront pendant 14 jours dans cet hôtel et puis ils pourront après, naturellement, rejoindre leur famille. Oui. Alors, on dit qu'il y a le revers de la médaille dans tout. Vous dites que nous sommes sur une bonne courbe, il ne faut pas se relâcher, mais la violence intrafamiliale a augmenté. Alors, ça aussi, comment gérer? La violence intrafamiliale, d'abord, elle est toujours là. Malheureusement, elle est toujours là en Guadeloupe. Avec des faits. On a eu des faits ce week-end. Voilà, et il y en a eu ce week-end avec les difficultés que j'évoquais l'autre jour de signalement, parce que quand on est confiné, c'est plus difficile de signaler. Et pour autant, je crois que la parole s'est assez libérée. Nous avons plusieurs dispositifs. Naturellement, le 114, le SMS. Nous avons aussi la collaboration des pharmaciens, mais aussi d'autres personnels de santé qui permettent de faire des signalements. Et puis nous avons aussi nos plateformes habituelles avec nos acteurs associatifs habituels qui sont encore très, très, très vigilants. Et pour autant, voilà, le confinement conduit inévitablement à des violences intrafamiliales et nous essayons, alors il y en a eu ce week-end, de nouveau, nous le déplorons. C'est toujours très compliqué, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir les signalements le plus tôt possible pour pouvoir intervenir. On peut dire que le contexte s'y prête. Bien sûr, puisque c'est un contexte de confinement. Donc les gens sont l'un sur l'autre, sont privés de liberté, là ça fait déjà un mois, il y aura encore un mois à tenir, donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et c'est pour ça que les petites parenthèses, l'heure qui permet chaque jour d'aller faire un petit peu de sport ou d'activité récréative à 1 kilomètre de chez soi, plutôt à pied, ça peut être là une petite bouffée d'oxygène. On l'avait dit l'autre jour ici sur ce plateau, les courses sont devenues aussi un passe-temps favori. Un passe-temps social qui est important parce que les gens décompressent et voient aussi du monde autour. Ça, je peux le comprendre, mais je refais mon appel puisque ça m'a été redemandé par les caissiers et les caissières que j'ai pu voir au cours des derniers jours. Ils notent toujours qu'il y a beaucoup plus de monde le matin que l'après-midi parce que voilà, il y a peut-être aussi la crainte de manquer alors que nous ne manquons de rien. Il n'y a pas de pénurie dans les magasins. Il y a parfois un produit qui manque, mais il y a l'autre du même type qui est là. Et donc, voilà, si on pouvait étaler sur la journée les déplacements dans les magasins, ça serait aussi, je pense, surtout aux caissiers, aux caissières et à tout le personnel des magasins, ça serait d'abord un respect vis-à-vis d'eux, parce qu'ils se sentent moins oppressés quand il y a de la foule. Et puis, c'est souvent de longues files d'attente le matin devant les magasins, parce qu'on régule l'entrée dans ces grandes surfaces en particulier pour ne pas avoir trop de monde en même temps à l'intérieur du magasin. Et donc, les gens sont sous le soleil parfois ou dehors pendant de longs moments. Donc, il vaut mieux venir de manière étalée dans la journée et dans l'après-midi pour attendre moins. Alors, on a parlé du transport aérien, mais il faut parler aussi de bateaux, parce qu'il y a plein de choses qui circulent et beaucoup de Guadeloupéens s'inquiètent et se disent oui, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, les bateaux ne doivent pas arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement à ce niveau-là? Des bateaux, il n'en arrive plus.
Franchement, en tout cas, on surveille exactement. On a une cartographie. On a à peu près 300 personnes qui sont sur les bateaux, entre Déhay, Gosier. J'ai d'ailleurs rencontré certains d'entre eux samedi après-midi sous la côte sous le vent. C'est des gens qui sont confinés et qui sont arrêtés ici depuis la mi-mars et qui attendent de pouvoir repartir, voilà, que la liberté d'aller et venir soit de nouveau ouverte, parce qu'ils préfèrent rester là. C'est souvent, essentiellement, des ressortissants français ou européens, et donc ils se sentent plus sûrs là, dans leur bateau, parce qu'ils résident dans leur bateau. Alors, on parlait tout à l'heure de difficultés de cohabitation. J'ai vu une famille avec 3 enfants dans un tout petit bateau et les parents me disaient que c'était dur, très dur, très très dur pour les enfants. Parce qu'ils étaient, vous voyez, confinés. C'était pas un énorme bateau, c'était pas un grand yacht, et cette difficulté elle était là. Donc moi j'ai répété à ces gens qu'ils avaient la possibilité aussi de regagner, s'il y a encore des vols, dans le sens Pointe-à-Pitre de Paris. Donc on essaie de faire en sorte aussi, et je remercie les communes concernées, qu'ils puissent avoir accès au moins à l'eau, parce qu'il faut qu'ils puissent aller faire des courses une fois par semaine. C'est ce qu'ils font. C'est plutôt bien respecté. Je crois même, on a là aussi tous les jours des tournées à la fois gendarmerie, direction de la mer, pour s'assurer tout ça. S'assurer aussi que ces gens n'ont pas de problème. A priori, ils n'ont pas de problème de santé, parce que souvent, c'est des gens qui sont partis de longue date pour faire un tour du monde, pour faire une grande croisière. Donc, ils ont découvert le coronavirus en arrivant ici. Donc, ils n'avaient pas de symptômes parce qu'ils n'avaient croisé personne entre-temps. Et donc, voilà, on a des situations comme ça assez compliquées, de gens qui se retrouvent coincés là et qui ne pourront repartir qu'une fois qu'on lèvera aussi le confinement, et qui sont en attendant confinés dans leur bateau, sans compter les gens, parce qu'il y en a aussi ici en Guadeloupe, qui résident à demeure dans leur bateau, qui ne sont pas des touristes, mais qui sont là ici et qui résident dans les bateaux 365 jours sur 365. Mais il faut quand même dire que les bateaux de croisière n'arrivent plus. Il n'y a plus de bateaux de croisière du tout. Il n'y a plus de bateaux de croisière. Il faut le répéter. Le dernier bateau de croisière est arrivé ici le dimanche 15 mars. Oui, je ne dis pas de bêtises. Le dimanche 15 mars, on en avait eu 2 le dimanche et on en avait eu 1 le vendredi soir. C'est les derniers bateaux de croisière, et il n'y en aura plus, puisque de toute façon, il y a un arrêté clair et net que j'avais pris quelques jours avant, interdisant aux bateaux de croisière des escales ici. Et donc, de toute façon, toutes les grandes escales et les grands circuits de croisière sont désormais terminés. D'accord. Maintenant, on a vu qu'il y a eu des initiatives privées concernant la distribution de masques. Alors, comment abordez-vous la question, surtout lorsqu'il est dit que les masques, fallait plutôt éviter, en tout cas, qu'on puisse en mettre, que tout le monde en mette? Comment comprendre cela, moi, je reste toujours sur la même ligne. Je n'ai changé pas. Non, j'ai absolument pas changé sur cette ligne des masques. D'abord, les masques, et surtout les masques chirurgicaux et médicaux, sont faits pour les personnels de santé. Ça, c'est clair, c'est net, et je crois qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on a pu connaître à certains moments sont derrière nous, et l'ARS reçoit quasiment toutes les semaines une nouvelle cargaison de masques et de produits de protection. Donc tout ça, aujourd'hui, est clair. Deuxièmement, le masque peut être envisagé aussi pour quelqu'un qui est malade, c'est-à-dire pour éviter qu'il ne contamine les choses. Troisièmement, il y a ce que j'appelle le masque, non pas de confort, mais le masque où on a l'impression que ça sécurise. Et ça, je peux le comprendre et je peux l'entendre. La seule chose, c'est que je répète toujours la même chose, c'est que, attention, à croire que grâce à ce masque, vous êtes protégé de tout, est une erreur, parce qu'il ne faudrait surtout pas oublier qu'en plus du masque, il faut toujours respecter les gestes barrières, se laver les mains à l'eau et au savon régulièrement,
respecter la distanciation par rapport aux autres et surtout éviter, parce que ça on le voit chaque fois, je l'ai constaté encore ce week-end, des gens qui ont un masque et puis qui le réajustent en permanence, alors parfois même avec des gants, donc ça peut être encore plus porteur de virus, qui lèvent le masque pour manger ou boire et puis le retirent. Enfin voilà, encore une fois, il faut avoir une attitude avec ce masque, il faut apprendre à le porter. Et puis, il ne faut surtout pas se croire protégé contre tout parce qu'on a un masque. Non, il faut continuer à mettre en place l'ensemble des gestes barrières parce que le masque seul ne suffit pas. Donc je reste toujours sur la même logique. Et je peux comprendre, et d'ailleurs nous y participons, puisque après avoir monté la filière de gel pays, on travaille avec la région aussi, oui, au montage d'une filière de masques pays. On est là aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on arrive avec 50 artisans qui sont bien identifiés à une production à peu près de 17 500 masques par semaine. Donc ça, c'est déjà pas mal. Plus une autre entreprise. À l'endroit de la population ou pour les soignants? Ces masques-là, on essaie de structurer une filière. Et il s'agit de masques dits alternatifs. Ce ne sont pas des masques médicaux, c'est des masques en tissu qui ont plutôt vocation à être utilisés par la population. Les personnels soignants, eux, ils ont les masques destinés aux soins. Mais pour la population, donc ces artisans, ces couturiers sont tous là à être en capacité, à l'heure à laquelle je vous parle, à fournir à peu près 17 500 masques par semaine. On pourrait sans doute faire mieux. Et là, je profite de nouveau de votre antenne pour faire un appel à toutes les couturières, couturiers que nous avons. Il y en a aussi dans le monde associatif. On en a repéré d'ailleurs plusieurs qui pourraient être sans doute mobilisés et qui pourraient agréger, être dans la production et augmenter le nombre de masques qu'on produit. Quelle est la valeur ajoutée de l'État dans tout ça? Vous allez me dire, oui, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est bien ainsi. Et je suis très libéral, donc je vais les laisser aussi faire. Pour autant, on peut aider à plusieurs choses. On peut aider à sécuriser les approvisionnements, parce que qui dit masque dit tissu, donc il faut qu'on ait aussi cette filière amont de tissu, d'élastique, que tout ça fonctionne bien, sinon très vite on va se retrouver un peu bloqué. Et puis deuxièmement, il y a la possibilité aussi de valider les normes de ce masque. On a les normes AFNOR qui sont là, et donc on a la capacité ici, localement, entre la DIECT et l'ARS, de dire, bon ben voilà, ce masque il a été fait selon la nomenclature, selon la norme AFNOR, et ça permet de valider cela. Et puis un dernier élément dans cette filière, ce qui est important, c'est de définir des choses qui sont un peu basiques, c'est-à-dire un prix. Comment on le vend, le réseau de distribution, où est-ce qu'on le vend? En fait, ça ne sera pas un masque jetable. Non, ça ne sera pas un masque jetable. Ce sera un masque en tissu que l'on peut laver. Alors, il faut le laver plutôt à 60 degrés. Enfin, voilà, tout est encore une fois dans la nomenclature et dans les normes que j'évoquais tout à l'heure, ce qui suppose de ne pas prendre n'importe quel type de tissu pour qu'on puisse le laver à 60 degrés, que ça ne rétrécisse pas, que ça soit suffisamment encore qui permette aussi d'isoler et d'être en capacité en tout cas de protéger celui qui le porte. Et ça, c'est bel et bien un masque qui est destiné à la grande population. Alors, quand faudra-t-il porter ce masque? Mais moi, aujourd'hui, des gens les portent déjà. Vous voyez bien, Madame Boisset, quand vous sortez dans la rue, il y a des tas de gens qui portent ces masques. Et s'ils se sentent protégés, moi, je n'ai absolument rien contre le fait qu'ils le portent. Bien au contraire. Nous devrons vraisemblablement, et c'est ce qu'a annoncé le président de la République, porter vraisemblablement des masques dans des circonstances, une fois le déconfinement enclenché, dans des circonstances où on peut se retrouver ne pouvant pas mettre en place la distanciation sociale. Je veux parler par exemple des transports en commun. Alors on n'a pas de métro ici, mais on a des bus, des situations où on peut se retrouver en contact plus proche avec des gens. Et donc voilà, donc faudra... ça sera plus une production pour l'avenir. Alors cette production, comme je vous l'ai dit, on est aujourd'hui à 17 500 masques par semaine. Plus, je vous ai dit, on a une petite entreprise qui est capable de faire des masques qui étaient plutôt des masques à usage professionnel pour les peintres, etc. Et donc, il serait en capacité d'en faire à peu près 5 000 par semaine. Vous voyez, donc si on est à 22 000 masques par semaine, il vaut mieux les faire
maintenant et qu'on capitalise sur 4-5 semaines. On a encore 4 semaines au moins de confinement. Vous voyez, ça nous fait à peu près une centaine de mille de masques et ça commence à devenir conséquent et une bonne partie de la population peut se retrouver avec ces masques. Alors c'est vrai que quand vous dites 4 semaines au moins, alors beaucoup ont entendu le discours du président de la République et se disent mais c'est une certitude, le 11 mai, nous ne serons plus à la maison, nous sortirons. Alors plusieurs choses. C'est surtout ça. Quand on vous entend, on se dit mais ça sera peut-être pas forcément cela. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que le confinement se poursuivait jusqu'au 11 mai, ça c'est clair, et qu'il espérait qu'à partir du 11 mai, nous puissions progressivement, le terme est important, progressivement aller vers un déconfinement. Et ces règles de déconfinement sont en train d'être élaborées. Je prends un exemple, il a cité les crèches, les écoles. On voit bien qu'on ne pourra pas du jour au lendemain remettre tous les élèves dans toutes les classes. C'est pas souhaitable, c'est pas possible. Le travail est en cours aujourd'hui par l'Éducation nationale avec naturellement toutes les autorités sanitaires pour définir aussi à l'aune de ce qui a pu être fait dans d'autres pays qui ont enclenché un processus de déconfinement, de voir ce qui est le plus jouable. Est-ce qu'on doit privilégier plutôt les petits, dont on sait très bien qu'ils sont moins victimes du virus, mais peut-être plus porteurs et donc moins en capacité de mettre en place instinctivement les gestes barrières. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion et donc là, laissons aussi la quinzaine de jours là se passer pour structurer tout ça et partager, échanger avec les acteurs. J'ai entendu naturellement les positions des organisations syndicales de l'éducation nationale et des parents d'élèves par rapport à les interrogations légitimes qu'ils peuvent avoir. Donc laissons ce travail se faire là dans les 15 jours qui viennent pour définir les voies et moyens de la reprise petit à petit de la vie scolaire. Parce que cette vie scolaire, je suis, vous le savez, toujours au fond de moi un ancien enseignant. Sans école, il n'y a pas de vie. Voilà, donc on le sait bien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand est-ce qu'on va retrouver, quand est-ce qu'on va revivre, on revivra aussi parce qu'on aura des écoles. Mais naturellement, il ne faut pas rouvrir ces écoles n'importe comment. Je rajoute un élément structurel important ici sur la Guadeloupe. Il faudra s'assurer aussi que dans ces écoles, pour pouvoir mettre en place les gestes barrières, à commencer par le plus important, se laver les mains avec de l'eau et du savon, il faudra qu'il y ait de l'eau et du savon. Voilà, donc ça, vous vous souvenez quand j'avais pris la décision de fermer les écoles et où on m'avait posé la question à l'époque, je rappelle, il n'y avait qu'un seul cas en Guadeloupe. On m'avait dit mais pourquoi vous ouvrez alors qu'on avait la possibilité d'adapter cette ouverture des écoles et de dire on va attendre plus longtemps, voilà, ça sert à rien. Moi j'avais dit non, on ferme. Parce que le geste barrière principal, c'est de se laver les mains à l'eau et au savon. Et je connais la situation de nombreuses écoles en Guadeloupe où l'eau ne coule pas normalement. Donc voilà, il faudra aussi s'assurer de ça. Et donc vous voyez bien qu'on est dans une logique de préparation collective, parce que les écoles, c'est les communes, les collèges, c'est le conseil départemental, les lycées, c'est le conseil régional. Donc il y aura tout ce travail de concertation inévitable et souhaitable avec les élus, avec Est-ce qu'il faudra des masques pour tous les enfants Comment ça va se passer? Parce que le président de la République disait que le masque ne serait pas obligatoire. Non, parce que je crois que le masque pour les enfants, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce que vous ne voyez pas un petit bout de chou avec d'abord... C'est assez stigmatisant de porter un masque. Et puis, il n'aura pas obligatoirement les gestes qui vont être adéquats avec ce masque. Et ça peut, de nouveau, je vous le disais tout à l'heure, comme pour les adultes qui parfois ne font pas attention, un enfant, on ne pourra pas le gronder et lui dire, voilà, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Il faut quand même être extrêmement vigilant. Donc, encore une fois, tout ça doit se caler. Nous avons ce confinement encore pendant 1 mois. Ne relâchons pas les efforts. Je sais que c'est difficile, j'en suis conscient. Je serai moi aussi le premier à fêter ça quand on pourra revivre normalement, et je peux le comprendre. Mais pour autant, ne relâchons pas tous les efforts qui
portent leurs fruits déjà en Guadeloupe. Y a-t-il une possibilité pour que le déconfinement se fasse en Guadeloupe avant l'Hexagone? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Non, je pense que le mois qu'on a devant nous, eu égard à la cinétique de la maladie, est vraiment encore utile, ne serait-ce que pour caler les choses que j'évoquais tout à l'heure. Mais je vais vous donner un exemple, parce que nous avons cette chance d'être un archipel, et nous aurons peut-être, et nous avons d'ores et déjà, des territoires qui sont indemnes. La Désirade, les Saintes, voilà. Est-ce qu'on ne pourra pas très vite, vous voyez, par rapport au sujet de l'école, très vite se dire, ah bah tiens, la Désirade, les Saintes, il n'y a pas eu de cas, on n'en a pas eu. Il y avait une coupure aussi, puisque les liaisons maritimes n'étaient pas aussi régulières, donc tout ça. Donc pourquoi ne pas rouvrir ces écoles sur les Saintes et la Désirade? Mais vous voyez, c'est vraiment un débat qu'on devra aussi avoir avec les élus, que ce soit le conseil départemental, puisqu'il y a des collèges, ou les communes concernées, pour se dire, ben voilà, ça c'est un des exemples d'adaptation que je peux vous citer. Mais sinon, sur le reste, non, nous alignerons aussi sur cette durée de confinement qui est aujourd'hui au moins jusqu'au 11 mai. Moi, je reste extrêmement prudent parce que s'il y a bien une chose qu'il faut avoir par rapport à cette maladie, je le dis depuis le début, c'est énormément d'humilité. Alors vous êtes très prudent sur ce plateau même. La directrice de l'ARS disait que c'était possible qu'il y ait un déconfinement en Guadeloupe avant. On peut avoir des décalages, encore une fois, mais ça supposera, là pour l'instant en tout cas, la directrice de l'ARS, qui nous sommes en relation plusieurs fois par jour, vous le savez bien, dans les dates aussi de déconfinement potentiel pour la Guadeloupe, on était aussi sur cette date de mi-mai. Donc vous voyez, on est à peu près dans les mêmes créneaux. Mais il y a un élément qui va être aussi déterminant. Je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Même si déconfinement il y a en Guadeloupe, restera toujours la question cruciale que j'évoquais tout à l'heure avec les nouveaux arrivants, des relations avec le reste du monde. Et vous voyez que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que concrètement, si on doit être toujours dans cette logique de quatorzaine, si on doit ne pas avoir de contact avec d'autres pays que la France hexagonale, vous voyez, il y a plein de questions qui vont se poser et qui auront naturellement aussi, après, derrière, des impacts sur l'économie. Hein? Concernant, et on va revenir sur l'économie, mais concernant le couvre-feu, est-ce que ça continue? Oui, parce que d'abord, il y aura plus de souplesse? Non, parce que je rappelle que le couvre-feu, à l'origine, ce sont les maires qui me l'ont demandé. Hein. On avait de mémoire 5 ou 6 maires qui m'avaient demandé la mise en place de ce couvre-feu et j'avais accepté avec plaisir parce que c'était une demande qu'ils faisaient, soucieux et bons connaisseurs de leur population qu'ils étaient, du fait que si on ne définissait pas des règles strictes pendant la nuit, eh bien, il y avait, et j'ai pu le constater aussi moi en allant sur le terrain avec... Donc vous étiez la nuit sur le terrain aussi? Bah bien sûr, c'est mon métier. C'est mon métier de faire. Et j'étais avec le procureur en particulier une fois. Nous sommes le premier jour du confinement généralisé. Nous avons fait une sortie avec le procureur de Pointe-à-Pitre, à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes. Donc concrètement, j'ai vu cette réalité et qui doit d'ailleurs nous interpeller parce que on a des jeunes gens qui estiment que le coronavirus, c'est pas pour eux. C'est pas eux. Ils peuvent continuer à avoir la vie, à se retrouver le soir en bas des immeubles, etc., à discuter, ou à la campagne, hein, parce que c'est pas stigmatisant pour la ville. On a la même chose aussi dans les villes plutôt campagnardes de la Guadeloupe ou dans les villages. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est des lieux où les gens peuvent se retrouver et transmettre le virus, on le sait très bien. Donc le couvre-feu sera maintenu, je pense, j'en discuterai d'ailleurs avec les élus, nous aurons prochainement de nouveau
une audioconférence avec les parlementaires, et puis j'en ferai une autre avec les maires, et nous échangerons sur ce sujet. Mais je pense qu'ils seront plutôt demandeurs de maintenir ce couvre-feu. Oui. Maintenant, Vous n'êtes pas concernant... tout à fait d'accord, Madame Boisset. Vous doutez sur la Oui, non, réalité de ce non, non, couvre-feu. oui, non, Mais non, le ça permet couvre-feu. tous les jours, pendant ce couvre-feu, il y a des contrôles aussi faits de police et de gendarmerie. Et tous les jours, nous avons voilà, des signalements de bars qui se rouvrent, de lieux voilà, de convivialité qui se rouvrent, etc. Et où les gens se retrouvent et où on a des risques de propagation du virus qui sont là. C'est une réalité. Et si nous avons ce couvre-feu, ça permet de contrôler beaucoup plus facilement. On a vu aussi une vidéo au niveau d'un bureau de poste où les gens étaient Oui. proches et il y avait beaucoup de monde et proches. Alors, Oui, il y a quand bien même il y a d'un côté couvre-feu, confinement pour le soir, mais en journée, il y a aussi des choses qui se passent. Je disais la même chose tout à l'heure sur les magasins. Moi, je vois des files d'attente devant les magasins et c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut essayer d'étaler ça plus sur la journée. Sur les bureaux de poste, vous vous souvenez, je vous en avais Oui. parlé ici même. Hein, je vous avais dit le risque que nous courions. Alors, je pense que heureusement, j'ai été entendu le samedi dans la journée et le dimanche, il y a eu beaucoup de retraits avec les cartes de crédit, mais malheureusement, il restait les gens qui n'avaient pas cette carte et qui ont voulu pendant les 2 jours. C'est normal, hein, avoir accès à leur argent. Donc, c'est pas une gestion optimale. Je pense que la gestion optimale, elle passera aussi par la réouverture de plus de bureaux de poste. Hein. Et c'est d'ailleurs un des engagements qu'a pris le président directeur général de la Poste et qui sera, j'espère, aussi effectif ici en Guadeloupe pour le mois prochain, parce que début mai, nous aurons exactement aussi, vers le 4 ou le 5 mai, la même opération de versement des minima sociaux. Et donc, il faudra qu'à ce moment-là, on ait amélioré le dispositif avec plus d'ouverture de bureaux de poste. Je rappelle qu'on avait un seul bureau de poste sur Pointe-à-Pitre, un seul sur les Abymes, un seul quasiment sur toutes les communes. Dans certaines communes bouillantes, il n'y en avait même pas. Donc, vous voyez, il va falloir améliorer le système pour le mois de mai. Alors, on sait que vous avez beaucoup martelé sur l'eau et là, vous parlez du plan de continuité de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer? D'abord, je rappelle une évidence que j'ai pu vérifier encore hier en Guadeloupe, à Saint-François, pardon, en Guadeloupe. Donc, on a une crise de l'eau qui est ancienne. Hein. Je crois que personne ne peut dire le Très contraire. ancienne, on va dire. Très ancienne, voilà. Ouais. Que la responsabilité, j'ai entendu les critiques qui m'ont été formulées cet après-midi, moi, j'ai jamais nié la responsabilité aussi de l'État sur ce sujet. Donc, tout le monde est responsable. Seulement, ce qui est intolérable en temps normal l'est encore plus en temps de crise. Et encore plus dans une crise sanitaire où l'un des premiers gestes barrières, je le rappelais tout à l'heure, est quand même de se laver les mains. Donc j'ai eu naturellement tout de suite des montées et des signalements très forts, surtout venant de gens de la Riviera du Levant et de l'ensemble du territoire couvert par le SIAG, de gens qui étaient à la fois confinés, sans eau, voilà. Donc j'ai pris très vite des arrêtés de substitution le 19 mars pour 6 communes du territoire du SIAG pour qu'il y ait la mise en place de points d'eau alternatifs, à la fois des citernes, mais aussi de la distribution d'eau. Certaines communes ont mis ça en place très vite, je ne les citerai pas, d'autres ont plutôt traîné. Et donc, on a dû aller plus loin encore dans la substitution et dans la réquisition même des agents municipaux pour que les choses se fassent. Et j'ai tenu ce week-end à ce que nous organisions avec la Croix-Rouge, que je remercie, parce qu'il y avait à peu près 31 bénévoles qui, tout le week-end, ont distribué des bouteilles d'eau ou se sont occupés des citernes. Je cite quand même un chiffre, parce qu'il est important. Pendant le week-end, c'est 33 000 litres d'eau qui ont été distribués à 2569 personnes qui correspondaient, donc personnes physiques, qui correspondaient en tout à 9 700 bénéficiaires, parce que les gens venaient chercher pour une famille de 2 ou de 3 personnes. Donc cette réalité-là d'un manque d'eau dans certains endroits, si quelqu'un le nie, j'ai des chiffres quand même qui sont assez clairs. Et de nouveau, j'étais hier sur le terrain, d'ailleurs avec certains élus qui étaient là aussi, et nous avons bien vu dans quelles difficultés se retrouvaient ces gens. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà. On est dans une crise sanitaire. Pour moi, la crise de l'eau, elle est quasiment aussi importante que la crise du coronavirus. C'est-à-dire, je ne peux pas tolérer, moi, qu'on puisse être dans une logique où les gens n'ont pas accès à l'eau. Je ne dis pas pour autant qu'il suffit de claquer les doigts et que tout le monde aura de l'eau dans son robinet. Sinon, il y a longtemps que tout le monde aurait fait la même chose. Mais par contre, il faut mettre en place un plan de secours. Et ce plan de Comment secours, ça va se définir? ce plan de secours, il va passer, quoi qu'il arrive, je l'ai dit cet après-midi dans l'ouverture de la réunion avec les techniciens des différents opérateurs, il passera par une réquisition de l'État. C'est-à-dire l'État va réquisitionner l'ensemble des services opérateurs d'eau avec leurs moyens humains et financiers pour mettre en place plusieurs actions. La première action, c'est d'abord sécuriser la production. Concrètement, ce qui se passe aujourd'hui à Saint-François, on l'a bien vu, on a pourtant des usines qui sont là, mais ces usines, elles ne fonctionnent pas. Alors, il y a un volet aussi carême, mais pour autant, elles ne rendent pas ce qu'elles peuvent rendre. Je rappelle quand même les fondamentaux. Le problème de la Guadeloupe, ce n'est pas un problème de production d'eau. On en produit 2 à 3 fois plus que nécessaire. Donc la première chose, c'est sécuriser la production. La deuxième chose, c'est de continuer à entretenir et à gérer les réseaux. Vous le savez très bien, on produit 2 à 3 fois plus d'eau parce qu'on en perd, selon les opérateurs, entre 60 et 80%. Oui. Donc il faut, en parallèle du plan d'action prioritaire qui continue son œuvre... Donc travailler sur le réseau ? Il faut travailler sur le réseau et surtout remédier à toutes les fuites d'eau que l'on a, parce que ce réseau, il est fuyard. On n'a pas pu faire tout cela pendant des années. Est-ce que oui, là, on va pouvoir le faire ? Continuer à le faire. Et d'ailleurs, ça se continue. Si vous venez de temps en temps à Vester, vous verrez que sur la descente là, de Gourbert, il y a eu des travaux tous ces derniers jours et qui sont le réseau qui est pris en charge dans le cadre du plan d'action prioritaire. Donc il faut continuer ce travail du plan d'action prioritaire et continuer en parallèle la recherche et le colmatage de toutes les fuites, parce qu'il faut éviter, et en particulier dans ce temps de carême, enfin c'est une hérésie environnementale, écologique et de perdre de l'eau. Troisième champ d'action qui est extrêmement important, c'est que malgré tous les 2 premiers champs, il faut continuer à apporter de l'eau de manière alternative, c'est-à-dire c'est ces citernes qu'on met en place, c'est ces distributions d'eau, et donc il faut sécuriser ce process. Je l'ai fait à la fin de cette semaine en réquisitionnant la Croix-Rouge, réquisitionnant certains agents de communes. Il faut que les maires se mettent à faire ça et continuent à le faire dans des lieux qui sont maintenant clairement identifiés, où on peut les aider à recharger tous les matins les citernes avec de l'eau grâce aux SDIS que je remercie. Je remercie le conseil départemental qui nous aide aussi là-dessus. Donc ça, c'est important. Et le dernier chantier, parce que c'est sans doute celui qui est le plus compliqué, c'est de travailler sur quelque chose qui va vous paraître tabou, mais qui est la relation clientèle. Parce que moi, j'ai vu encore hier, et j'en ai eu au téléphone toute la semaine dernière, qui m'écrivent, qui m'envoient des SMS ou des emails, qui sont des usagers qui sont excédés. Excédés parce que, premièrement, on ne respecte pas les tours d'eau. Vous voyez, ils en sont même plus à l'illusion d'avoir de l'eau H24, alors que normalement, ça serait la moindre des choses, d'avoir un robinet devant soi, on le tourne, il y a de l'eau qui coule et on peut la boire. Non, ils en sont à souhaiter que les tours d'eau qui sont annoncés soient respectés. Or, nous n'en sommes pas là. J'ai rencontré hier, et je n'étais pas seul, donc j'avais des témoins, des gens qui n'avaient pas d'eau depuis 22 jours. Ce n'est pas possible. C'était où ? C'était à Saint-François. Oui, parce que j'ai reçu effectivement des messages de personnes de Saint-François et qui disaient que c'était pas possible. Et donc, il faut renouer le lien avec les usagers, parce que à la fois en répondant à leurs sollicitations, c'est-à-dire on téléphone, on écrit, on a une réponse, remettre en place ces tours d'eau, parce que inévitablement, si on n'a pas fini le plan d'action prioritaire, il y aura encore des tours d'eau, et les respecter. Et puis aller aussi vers les efforts sur la facturation, parce qu'on le sait très bien, il y a une facture sur 2 qui n'est pas payée, je préfère dire ça, parce que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas payer, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas de facture, ou ils reçoivent des factures qui ne correspondent pas à ce qu'ils estiment avoir consommé. Donc c'est toute cette relation de confiance qu'il faut remettre en place, parce que sans confiance, on n'arrivera pas à construire pour l'avenir, parce qu'il faut revenir
à l'adage qui est clair et net de l'eau paye l'eau. Et aujourd'hui, on en est loin en Guadeloupe. Ce soir, est-ce que vous vous engagez vis-à-vis des Saint-Franciscains en disant oui, vous aurez de l'eau? C'est pas vis-à-vis des Saint-Franciscains, c'est vis-à-vis de l'ensemble de la population de Guadeloupe, parce qu'on estime qu'il y a à peu près, selon les périodes, carême, pas carême, travaux, pas travaux, entre 15 et 25% des gens qui n'ont pas de l'eau de manière régulière. Donc, il ne faut pas oublier ceux qui en ont, parce qu'il y a dans certains secteurs, ça fonctionne. Donc moi, ce qui me soucie aujourd'hui, c'est l'aspect de la crise sanitaire et de la crise sociale derrière, parce que je peux comprendre. J'ai passé beaucoup de coups de téléphone vendredi dernier pour calmer la population de Saint-François que j'avais rencontré. J'avais rencontré plusieurs usagers à moult reprises avant. Et donc, ils étaient excédés, ils n'en pouvaient plus. Et donc, concrètement, aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est que les élus m'ont interpellé en CTAP la semaine dernière pour me demander la mise en place de ce plan de continuité de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Moi, j'attends, on les a vus cet après-midi, à ce qu'ils me formulent cette demande par écrit et que tous signent en bas. Donc s'ils le font, c'est très bien. S'ils ne le font pas? S'ils ne le font pas, je prendrai mes responsabilités et j'irai sur une réquisition qui sera directe et qui sera celle du vilain préfet. Mais je ne pourrai pas laisser la situation se dégrader. Et pour répondre à votre question, que je formulerai autrement, je ne promets pas aux gens d'avoir demain de l'eau en tournant leur robinet et de pouvoir la boire. Non, je serai un menteur. Ce que je promets simplement aux gens aujourd'hui, c'est que je veux d'abord, dans un premier temps, en y mettant les moyens, en mutualisant l'ensemble des moyens des opérateurs, en travaillant aussi avec ces opérateurs. Il ne s'agit pas de me substituer avec la toute petite équipe que j'aurai à l'ensemble des opérateurs. D'éteindre l'incendie qu'il y a sur le sujet de l'eau aujourd'hui. Ça, c'est la priorité. Deuxièmement, de remettre de l'ordre sur les 4 points que j'évoquais tout à l'heure et faire en sorte qu'au moins on puisse repartir dans un cycle de tour d'eau dont j'espère voir la fin une fois qu'on aura achevé le plan d'action prioritaire. C'était prévu normalement pour la fin de l'année 2020 et je reste confiant si nous nous y mettons tous, si on se met au travail, parce que c'est une question aussi de productivité et de travail. Si on s'y met, on doit pouvoir en tout cas améliorer la situation, pas de manière magique là en 2 temps 3 mouvements, mais j'espère au moins améliorer la situation par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Que dit le maire de Saint-François sur cette situation? Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. J'ai vu le maire de Sainte-Anne et nous avons longuement échangé, lui et moi. Alors je vois pas, c'était hier, oui, pardon, je vois pas les jours qui passent. On a échangé sur cette situation. Je n'ai pas eu d'échange avec le maire de Saint-François. Il y avait un de ses conseillers municipaux ou adjoints qui était là sur les sites, mais lui-même n'était pas là. Il n'y a pas de friction entre vous. Mais je pense que les élus, c'est pas une histoire de friction ou pas de friction. Les élus ont été confrontés. Encore une fois, le maire de Sainte-Anne était avec moi hier sur les sites où j'étais et il a bien vu l'exaspération de sa population. Il le sait, il est conscient de la situation qui est celle de la commune. Il n'en est pas responsable en direct puisque c'est le SIAG qui a la compétence sur l'eau et l'assainissement sur son territoire. Mais il est bien conscient de ces difficultés qui sont... Et il y avait des vieux habitants qui étaient là et qui rappelaient depuis combien de temps ils avaient des difficultés avec l'eau. Alors, ce que la population de Saint-François ne comprend pas, c'est que le maire est président du SIAG. Il l'était. Oui, il était président du SIAG. Et même, il est, je dirais, président du SIAG quand ces personnes se sont exprimées. Il était président du SIAG et que rien ne se faisait au niveau de Saint-François. C'était une situation assez paradoxale pour la population. C'est vous qui le dites. Alors, je me fais le relais un petit peu de ce qui m'a été écrit. Oui. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à devoir se quereller, rechercher des responsabilités et tout. Moi, ce qui m'importe, c'est de mettre en place un plan de secours d'urgence parce que la situation se dégrade et on ne peut pas se permettre d'abord d'avoir cette situation alors même qu'on a une crise sanitaire. On ne peut pas se permettre de rajouter une crise sociale à une crise sanitaire. La difficulté là où c'est déjà très difficile. Exactement. Maintenant, concernant l'économie, alors beaucoup de chefs d'entreprise s'inquiètent, se demandent mais qu'est-ce qui va se passer pour nous, comment ça va se mettre en place, et on sent grandir
plus on avance dans le temps, plus ces personnes sont inquiètes. Alors, que dit l'État là-dessus? Que dites-vous là-dessus au niveau de l'économie? Alors, plusieurs choses. D'abord, je veux dire des choses concrètes, hein, et des chiffres. Je sais que ces chiffres, ils parlent quand même, hein, puisqu'on a, on était à la fin de la semaine dernière à 2800 entreprises qui bénéficiaient du chômage partiel pour un total de 18 500 salariés. C'est une réalité, elle est là. Deuxièmement, les entreprises qui ont pu bénéficier du fonds de garantie, on en avait 2506 aussi à la fin de la semaine dernière pour un montant de 3,4 millions d'euros. Ça, c'est des choses concrètes, têtues, dont les entreprises ont pu bénéficier. Pour autant, moi, j'entends et je partage le souci de certaines filières en particulier. Alors, attention, parce que je pense qu'il va falloir aussi retenir en termes organisationnels, pour le post-crise, des éléments qui ont plutôt bien fonctionné dans la crise actuelle. Je ne vais pas reprendre l'exemple des produits pays, hein, qu'on a réussi à créer, mais aussi d'une autre manière de gérer la filière pêche, la filière fruits et légumes, ces drives qui ont fleuri un petit peu partout et qui sont substitués au marché habituel et qui ont permis de faire ces paniers et ces circuits courts qui sont extrêmement importants, hein, c'est-à-dire une proximité entre le producteur et le consommateur. Ça, moi, j'aimerais qu'on ne le perde pas. Parce que pour certaines filières qui sont toujours fragiles, hein, la filière pêche, la filière des fruits et légumes et des primeurs, c'est important de démultiplier les sources de vente. Et donc, je crois qu'il faudra garder ça parce que ça a créé une certaine émulation. Et je suis vraiment content, au moins, qu'on se dise que de ce mal, de cette crise, on aura pu créer des choses. Et puis, il reste des secteurs qui sont extrêmement préoccupants. Et ça, je veux bien l'entendre. Et je n'ai pas de réponse clé en main aujourd'hui. Je pense en particulier au secteur du tourisme, avec tout ce que ça génère. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le déconfinement. Ce déconfinement, admettons même qu'il s'organise à partir de la mi-mai, nous ne pourrons pas, et ça le président de la République l'a bien dit dans son intervention, nous-mêmes, je parle de la France, mais aussi les pays d'origine de beaucoup de touristes, ne rouvriront pas les frontières et ne recréeront pas les liaisons aériennes. Donc il faudra vraisemblablement, là aussi, attendre avant de recréer ce cercle vertueux pour permettre à notre industrie touristique guadeloupéenne de redémarrer. Et là, en attendant, c'est vrai que c'est difficile, alors même que ces entreprises sont très capitalistiques, hein. On a des bâtiments, il faut continuer à les entretenir, il faut continuer à entretenir les jardins, à entretenir tout ça. Tout ça a un coût et il faut qu'il y ait des mesures spéciales. C'est ce qu'a annoncé le président de la République aussi hier, pour ces secteurs dont on sait pertinemment, l'hôtellerie, la restauration, voilà, que le manque à gagner est énorme, qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, hein, et que pour autant il y a des frais, hein, qui continuent à courir parce qu'on ne peut pas laisser un hôtel, je vous l'ai dit, sans tondre le gazon, sans s'occuper de la piscine, sans s'occuper des bâtiments. Et donc, pour cela, il faut des réponses spécifiques. Et notre Guadeloupe, elle dépend aussi en partie de ce secteur-là, parce que qui dit secteur touristique, dit aussi les taxis, dit aussi les transports, dit aussi le boulanger à qui l'hôtel achète le pain, le primeur à qui on achète les fruits et les légumes. Vous voyez, c'est toute une chaîne logique, et il faut que cette reprise, elle se fasse, et elle ne pourra se faire qu'à partir du moment où les clients seront là. Et ces clients, on sait très bien que la clientèle interne guadeloupéenne, pour la plupart des hôtels, ici en Guadeloupe, c'est 10%, 15% selon les saisons. Ce n'est pas suffisant pour les faire tourner. Donc voilà, c'est vraiment ces secteurs-là, moi, qui me préoccupent et sur lesquels il faut qu'on travaille pour faire en sorte qu'ils survivent, parce que c'est ça, hein, le terme, qu'ils survivent pour pouvoir redémarrer, je l'espère, de manière très efficace pour la saison qui est la nôtre à partir du mois de novembre prochain. C'est ça l'objectif, hein. Et donc ça supposera aussi que les liaisons aériennes reprennent de manière normale et fluide avec le
nombre extrêmement important de touristes que nous avions qui venaient ici. Le chef de l'État, dans son discours, disait de toute façon, il y aura abandon de la dette des pays d'Afrique. Est-ce qu'on peut se dire qu'au plus près de nous, il y aurait cette possibilité d'abandon des dettes des entreprises aussi? On n'en est pas encore là aujourd'hui. Il y a en tout cas des moratoires qui sont mis en place. Il y a plein de dispositifs aussi de non-appel de cotisations sociales et fiscales sur le mois de mars, sur le mois d'avril. Voilà, il y a aussi une difficulté qui est claire en Guadeloupe, c'est que nous avons un tissu d'entreprise qui est composé à 90% de TPE. Oui. C'est une fragilité. Ces TPE, elles sont aussi extrêmement dépendantes, et vous voyez qu'on reboucle toujours avec mon cancer de la Guadeloupe, de la commande publique, des délais de paiement. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à céder et à remettre les choses d'équilibre. Et dès qu'une crise apparaît, et celle-ci est quand même une crise majeure, comme on n'en avait pas vu de mémoire d'homme, dès qu'une crise apparaît, ça fragilise encore plus notre tissu de TPE. Et donc je pense que de cette crise, il faut que nous retenions aussi cela. C'est-à-dire qu'il faut que nous sécurisions beaucoup mieux la commande publique, les finances des collectivités locales qui vont être elles aussi soumises à rude épreuve, parce qu'elles continueront à avoir les dotations de l'État, mais s'agissant du conseil régional, du conseil départemental, ils vont subir aussi, et les autres collectivités, ils vont subir aussi une érosion de l'octroi de mer, parce que les trafics ne sont plus si importants, l'érosion aussi de la TIPP, on consomme moins de 15% de ce qu'on consommait en produits pétroliers là, donc tout ça, c'est la préparation de la sortie et de la post-crise qui sera extrêmement, extrêmement complexe et sur lequel nous travaillons d'ores et déjà, en particulier avec le Conseil régional qui a la compétence économique. Donc on peut dire que les collectivités majeures seront en difficulté aussi. Elles en sont conscientes. Oui, et pas seulement le Conseil régional de Guadeloupe, c'est d'une manière généralisée. Il y a une fiscalité afférente qui va manquer. Ça, c'est certain. Donc, il faut être vigilant et s'assurer que l'ensemble des pièces de l'édifice tiennent bien le coup, pour pas que tout ça s'écroule. Est-ce qu'on peut dire que l'après-coronavirus sera, on va dire, plus difficile, plus compliqué que le pendant-coronavirus? Parce que là, on essaie de se protéger contre le virus. Oui. Mais l'après, ça sera le quotidien qui sera... malheureusement, qui sera difficile après. Pour avoir quelques heures de vol et avoir vécu quelques crises, je pense qu'il y a une chose dans cette crise qui est extrêmement perturbant, c'est qu'on ne sait pas quand ça va finir. Ça, et comment ça va se terminer? Non, mais déjà quand? Parce que si on avait... C'est pour ça que vous aviez raison tout à l'heure de dire que le discours du président de la République, il a été interprété ici comme ailleurs, comme « Ah, ça y est, le 11 mai, on va tous recommencer ». Non, je pense qu'il faut garder vraiment cette raison et de se dire, en tout cas, le 11 mai peut être un objectif et un confinement qui durera jusqu'à cette date-là, mais pour autant, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement parce que sinon, on ne tiendra pas cette date. Ça, c'est en tout cas certain. Et puis derrière, la difficulté de cette crise, oui, c'est qu'elle est mondiale. On n'est pas... je compare ce qui est comparable, ce que les Guadeloupéens connaissent bien. On a un cyclone, on a eu Hugo, on a eu Irma ou Maria. On sait à quel point ça peut détruire en très peu de temps tout un patrimoine, tout un territoire. Et là, on sait s'en relever. La preuve, difficilement, mais on sait s'en relever. Là, on a cette crise qui est mondiale, qui impacte tout, et où on est tous... Et je vous l'avais dit lors d'une première émission ici même, cette crise, c'est le prix à payer de la globalisation aussi, quelque part, avec les mouvements de population, les échanges, le fait qu'on brasse tout le monde. Je vous avais dit ça quand je vous avais dit que sur les Costa Magica et Favolosa, il y avait une cinquantaine de nationalités différentes. Voilà, c'est ça. Et ces gens-là étaient tous arrivés ici à Pointe-à-Pitre pour prendre leur bateau. Cette réalité, c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Eh bien, ce coronavirus, je pense qu'il va mettre à mal cette réalité. Il va nous obliger à réfléchir autrement, à être, je le redis sur ce plateau ici, à être moins dépendant, à être plus autosuffisant, à essayer, surtout des tas
d'éléments, et pas seulement en termes de nourriture, mais aussi en termes sanitaires, de pouvoir s'assumer soi-même. Et donc ça, c'est des réflexions qui sont à la fois compliquées. On peut se dire comment se relever de tout ça. Mais je pense que de toute façon, si on regarde le temps long, vous savez que je suis toujours aussi un vilain historien refoulé, l'homme a cette intelligence de se relever des crises, de se relever des guerres, de se relever des épidémies. Hein. Si on regarde les grandes épidémies du XIVe siècle, ou même il n'y a pas si longtemps, je relisais l'autre jour avec intérêt le choléra de 1855 ici en Guadeloupe qui avait fait 15 000 morts. Vous imaginez ? À une époque où la Guadeloupe ne devait pas avoir 100 000 habitants. Hein, c'est-à-dire au moins une personne sur 10 était décédée de ce choléra, et sans doute dans des douleurs et avec une offre sanitaire qui ne devait pas être terrible. En 1855, d'une manière générale, le choléra, on l'a vu aussi dans le sud de la France, avait été... Mais est-ce que revenir en arrière, ça peut nous rassurer ça peut nous rassurer, parce que je pense qu'on peut d'abord tenir debout. Je crois que ça doit être un argument supplémentaire pour se dire que aujourd'hui, ce qui est la priorité, c'est notre santé, et que chacun d'entre nous, je le répète, détient une part de vérité pour protéger sa propre santé, mais aussi la santé des autres. C'est en respectant le confinement, c'est en respectant les gestes barrières. Pardon, hein, je me répète, oui. Mais je suis là aussi pour faire de la pédagogie, que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour éviter que la catastrophe sanitaire soit catastrophique. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut faire preuve là d'intelligence, comme on en fait d'ailleurs preuve pendant cette gestion de crise. Moi, il y a plein de choses qui se développent. Il y a aussi, et ça, je ne peux qu'en être heureux, des notions qu'on avait peut-être parfois oubliées, de solidarité, de cohésion, qui renaissent, parce que justement, la petite mamie qui ne doit pas sortir de chez elle parce qu'il faut qu'elle reste confinée et qui ne peut pas venir chercher de l'eau parce qu'elle n'a pas de l'eau, c'est les jeunes qui vont lui apporter de l'eau. Je l'ai vu encore hier à Saint-François. Tout ça, c'est des réalités de la vie et de l'humanité et des bons côtés de la crise. Il y en a aussi des mauvais. Parce que la crise, elle révèle ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, ce qu'il y a de pire. Et donc, moi, je crois vraiment que de cette crise, il faut retenir les leçons, et il faut créer peut-être sans doute un monde nouveau, avec une globalisation, certes, qu'on ne pourra pas effacer, parce qu'on est dans ce monde et qu'on a ne serait-ce que ces petites boîtes-là qui nous lient avec l'ensemble de la Terre, mais pour autant, il faut être beaucoup plus vigilant par rapport à cette dépendance qu'on peut avoir des autres. C'est vrai qu'il nous reste très très peu de temps, et d'ailleurs nous avons dépassé déjà le temps était imparti, mais comme à l'accoutumée, nous récupérons rapidement quelques appels, et puis ensuite nous mettrons un terme à cette émission. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir Madame Boisset, bonsoir Monsieur Gustin. Bonsoir Madame. Je ne serai pas longue, je suis juste surprise de l'importance que vous attachez à la problématique de l'eau aujourd'hui en Guadeloupe. Et la deuxième chose, la question que je voudrais vous poser, quelle est votre priorité du moment ? Le peuple guadeloupéen ou le flux financier que génère cette pandémie ? Parce que aujourd'hui, on n'a pas de solution concernant cette pandémie. Le peuple est en souffrance. Il y a des gestes barrières, on connaît déjà la problématique qu'il y a derrière, mais nous ne savons pas où nous allons, qu'allons-nous faire et quelles sont les mesures d'hygiène que vous mettrez en place concernant les masques, etc., pour la population guadeloupéenne. Merci Madame. Merci beaucoup Madame. Alors, la réponse à toutes ces questions. Aujourd'hui, je venais de le dire juste avant, mais la dame faisait peut-être son appel au même moment où elle attendait. La priorité aujourd'hui, ça reste la santé. Ça reste la santé. On peut retourner le truc dans tous les sens. Il faut aujourd'hui veiller à ce que le moins de Guadeloupéens possible n'attrapent ce virus, parce que justement, on peut en mourir, on peut avoir un développement, parce que nous sommes
nous sommes un archipel, nous sommes une île, et on sait très bien qu'on devra gérer nous-mêmes ces malades et qu'il faut éviter d'avoir un engorgement de nos hôpitaux ici, un engorgement de nos lits de réanimation. Donc la priorité, oui madame, la priorité c'est quand même bel et bien cette santé, cette crise sanitaire, et elle passe par une réponse, qu'on veuille l'entendre ou non, qui est une réponse individuelle. Cette responsabilité individuelle qu'ont eu tous les Guadeloupéens ce week-end en restant enfermés chez eux alors qu'ils auraient été tellement mieux sur les plages à fêter Pâques, voilà, ça c'est quelque chose que j'admire. Cette dame disait, mais il n'y a pas de solution, qu'allons-nous faire? Mais si, il y a des solutions. Où allons-nous? Non, encore une fois, c'est deux choses différentes. Il y a la réponse à la question qu'elle me posait, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et quelle est la priorité. Et je le répète, la priorité, c'est la santé, c'est-à-dire qu'il faut que nous sortions de cette crise sanitaire indemne. Et donc, ça veut dire que, pardon de me répéter pour la 50e fois, c'est chacun qui a son rôle à jouer. C'est pas le préfet, c'est pas la directrice générale de l'ARS, c'est pas le directeur général du CHU qui a la réponse. C'est chacun d'entre nous qui doit éviter que la pandémie se répande. Ça, c'est cette priorité. Et après, derrière, il y a les outils pour ça. C'est les différents, l'offre de soins qu'on peut avoir, mais ça va être aussi cette stratégie de déconfinement que j'évoquais tout à l'heure qui nous permettra de revenir à une vie plus normale ultérieurement. Et ça, le temps n'est pas encore celui-là. Aujourd'hui, la priorité, tous les efforts, c'est des efforts qui sont tournés vers la santé. Et dans ces efforts-là, oui, madame, il y a aussi l'eau. Parce que l'eau, pour moi, ça reste, et ça a été depuis le début de mon arrivée ici, une de mes priorités, parce que j'ai toujours dit que c'était vraiment inconcevable d'avoir cette situation de l'eau en Guadeloupe telle qu'elle est. Elle est encore plus exacerbée aujourd'hui parce que nous sommes dans une crise sanitaire. Voilà. Deuxième appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Ce téléspectateur est-il en ligne? Oui, nous vous écoutons. Voilà, le temps de faire une petite mise au point. Donc, dire aux Guadeloupéens, soyez vigilants, mais gardez confiance, ne baissez pas les bras. Encore 4 petites semaines, c'est ce qu'on va dire. On a 4 longues semaines derrière nous. On dit longues. Et on a 4 petites semaines devant nous. Voilà, encore une fois, je voudrais pouvoir vous dire tout va bien, c'est pas vrai. Je dois l'honnêteté, de la transparence. On l'a fait depuis le début de cette crise, en particulier avec la directrice générale de l'ARS, en tous les jours, en vous publiant le bulletin du jour qui est suivi, qui permet de partager ensemble ces données-là. Et puis, les messages sont toujours les mêmes. Ils sont repris d'ailleurs par d'autres, et j'en suis heureux. Je vois en particulier les artistes, les chanteurs, les acteurs qui se permettent aussi de diffuser ces messages importants de rester chez soi, rester confiné. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que nous partagions, parce qu'il faut que nous gardions cette force en nous pour aller jusqu'au bout et vaincre ce coronavirus. Voilà, nous prenons juste le temps de récupérer un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, oui, j'appelle Desabine. Oui. Donc, je voulais poser une question. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je voulais poser une question au préfet et savoir pourquoi on le voit partout sans masque. Dans la rue, avec les policiers, vous n'avez pas de masque. Je ne comprends pas. Enfin, personnellement, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'en portez pas? Est-ce que vous avez déjà pris le vaccin? Ou peut-être que vous avez déjà le médicament, peut-être? Comme vous faites partie des militaires, des hautes sphères, je ne sais pas. Alors malheureusement, madame. Merci madame. Merci madame de cette question, merci. parce que je sais que ça tourne sur les réseaux de me voir sans masque. Alors d'abord, madame, non, je suis désolé, et j'aimerais pouvoir vous annoncer que j'ai été l'un des premiers à être vacciné contre le coronavirus. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. S'agissant des médicaments, je ne rentrerai pas non plus dans ce débat, parce que
savez qu'il est très large et je ne suis pas médecin et donc je ne prends pas de médicaments, je vous le jure aussi. Par contre, pourquoi est-ce que je ne porte pas de masque? Parce que je vous l'ai dit, moi, je respecte depuis le début cette ligne claire, c'est-à-dire le masque, il est d'abord fait pour les soignants et pour tous ceux qui sont en contact avec, dans leur activité de soins, ça peut être aussi les infirmières à domicile, ça peut être les personnes qui sont en charge des services d'aide à domicile. Voilà, ça c'est eux qui doivent avoir les masques en priorité. Deuxième catégorie, ce sont les malades, les gens qui ont été testés, qui sont avérés malades pour ne pas qu'ils contaminent les autres. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc moi je considère aujourd'hui que je ne porte pas de masque, mais je respecte par contre de manière très stricte et depuis quasiment le début, c'est-à-dire début mars, quand nous avons eu le premier cas, il se trouve que j'étais à Saint-Barth au moment du premier cas de coronavirus dans les îles du Nord. Et depuis le début, je mets en place l'ensemble des gestes barrières, c'est-à-dire que je me lave les mains, si je peux, toutes les heures avec de l'eau et du savon. Et sinon, dès que je vais sortir de chez vous, je me passe les mains avec du gel hydroalcoolique. Je mets les mesures de distanciation en permanence avec les gens, ou quand je ne peux pas les mettre, je ne les regarde pas à face, je suis de profil ou de dos. Voilà, c'est toutes ces mesures barrières et je n'ai pas l'impression, en tout cas aujourd'hui, puisque je ne suis pas malade, d'être dangereux. En fait, vous donnez l'exemple. C'est pas une histoire de donner l'exemple, c'est que je ne vais pas. Je ne vais pas. Voilà, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. On va dire ça. On va dire comme ça. Et ça sera sans masque jusqu'au bout. Sauf si à un moment je suis obligé, et je pense qu'on y arrivera, à se retrouver dans la phase de déconfinement où je serai amené à retourner par exemple à Paris et que je me retrouverai dans le métro bondé. Et là, vraisemblablement que oui, le président de la République a dit hier, on pourrait avoir l'obligation de porter un masque. Oui, donc là je le mettrai parce qu'on sera dans une incapacité de respecter les gestes barrières et les distanciations sociales. Mais tant que je suis, par exemple, avec vous, Madame Boisset, nous avons là à peu près 4 mètres de distance, nous pouvons nous parler sans masque et continuer à avoir quand même un semblant de relation sociale qui est quand même plus agréable que quand on a un masque. Le mot de la fin. Le mot de la fin, arrêtez à Casazote. Hein, c'est ça qui est le plus important. Il faut tenir, vraiment. Et vraiment, du fond du cœur, je sais que c'est difficile. Je le sais. Je peux même vous avouer une faiblesse. Moi aussi, j'aurais envie d'aller me baigner. Moi aussi, j'aurais envie, là, de déplacer, de retrouver une vie normale dans une relation sociale avec les gens, de leur serrer la main, de les embrasser, d'aller au cinéma. Voilà, tout ça. Croyez que j'ai pas de cœur quand même, je sais qu'on croit que j'en ai pas, mais j'aimerais moi aussi le faire. Et pour autant, je sais qu'aujourd'hui, il faut continuer ce combat, cette guerre, parce qu'il faut que nous arrivions à vaincre ce virus et que je ne peux pas me permettre de prendre un risque pour moi, mais surtout pour les autres, en faisant renaître et repartir de plus belle cette pandémie, parce que le virus, il est encore là en Guadeloupe, il est là. Et donc, nous devons le vaincre. Merci à vous, Monsieur le Préfet. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons pour une autre émission dès demain. Excellente soirée à tous.